La dernière fois qu'on est allé en Chine, c'était dans le monde d'avant, avant le Covid. Après la domination de Lewis Hamilton, on est rentré dans une nouvelle ère et non, le résultat n'a pas changé. Max Verstappen l'a emporté ce week-end encore. Salut à toutes, salut à tous les amis, bienvenue pour ce nouveau débrief des pistonnés. C'est la 5e manche de cette saison 2024 et on va en parler tout de suite avec l'homme notamment qui revient du Castellet avec de belles traces de bronzage, de belles couleurs et surtout beaucoup d'émotions vécues ce week-end. Salut Brice. Beaucoup de traces de coups de soleil. Hein. Là, je suis un mono de ski qui revient de la plagne. C'est vrai. Un peu Thierry Lhermitte dans les bronzés. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'était pareil. Il caillait et dès qu'il y avait du soleil, ça tapait fort. On savait pas comment s'habiller. Mais par contre, on savait quoi écouter. Exactement. En l'occurrence, des Védis Hurlant. Je pense que j'ai perdu quelques points d'audition. Ça bourdonne encore un peu ce matin ? Mais bizarrement non, je crois que j'ai habitué l'oreille dans mon enfance, c'est-à-dire qu'à mon avis j'entends plus rien déjà. Mais non, c'était incroyable. Un grand merci encore à l'organisation du Grand Prix de France historique et la fédération de nous avoir conviés là-bas. Et il y a quelques petites pastilles qui vont sortir sur Instagram et puis également une interview qui va sortir dans les Pistocades. On peut le dire, ce mercredi on aura René Arnoux avec les pistonnés dans le mag et vous allez voir, il y a une belle discussion entre Brice et René Arnoux et nous on rediscutera sur cette discussion parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En face de toi, un homme qui s'est régalé parce qu'on a eu un programme de sport auto fantastique ce week-end, monsieur Hamza Rahmani. Ça va Hamza ? Ça va et toi, ça va et vous ? Bah écoute, très bien, très bien. J'ai pas eu un samedi, un dimanche aussi riche en émotions que mon homologue en face, monsieur Brice Germain. Effectivement. Mais on a passé un très bon... Non, j'ai choisi le professionnalisme de Shanghai et j'ai passé un très bon dimanche de course notamment. Exactement. Où on a passé 2 heures à se régaler et on va en discuter. Donc t'as remarqué que plus ça va et en fait plus il les provoque. Plus il ment. En fait, plus il dit des choses qui veulent dire le contraire, tu vois. Hamza a encouragé Théo Pourchère hier, il a regardé de l'IndyCar. Dieu merci, il y avait l'IndyCar. Exactement. Honnêtement, j'ai pas trop regardé le WEC. Franchement, pas regardé. Je vous prépare une petite pastille pour les réseaux sociaux pour cette semaine parce que monsieur a commenté quand même. Ouais, alors déjà, et en plus, on a passé 6 heures incroyables. Franchement, du côté de d'Imola, c'est absolument dingue. Un très bel hommage à Ayrton Senna. Et alors, de la bataille, en fait, c'est toute la différence de la Formule 1. Ça ne dure pas que 2 heures et ça se bagarre jusqu'à la dernière minute. 2 heures en F1, parfois, c'est long. Ouais, bah là, les 6 heures passent beaucoup plus vite. En fin de saison, les pistonnés vont devenir une émission de WEC. Ouais, je pense. Le trophée Andros bientôt. On verra tout ça. Vu le grip qu'il y avait à Shanghai, c'était un peu ça quand même. Ouais, il y a un peu ce côté-là. On va en parler justement de cette 5e manche, je le disais, le championnat du monde de Formule 1 2024. On découvre ensemble les 4 enseignements. Quels seront les sujets aujourd'hui ? On va changer un petit peu les choses, parler de la théorie de l'accordéon et de cette bagarre qui aurait pu éclater entre Daniel Ricciardo et Lance Stroll. Pas l'accordéon. C'est vrai, la théorie de la Constantine. La théorie de la Constantine, exactement. Norris, opportuniste. Et quoique, on reparlera aussi également de son samedi de course sprint. Je voudrais ton avis, Hamza, là-dessus. Le train de la hype Hülkenberg, on vous en parle depuis 2019. Méfiez-vous, il est en gare, il devrait partir et on vous donnera les bonnes raisons justement d'y croire à ce train de la hype, de monter dedans en tout cas. Et puis Wang Yuzhou, qui a vécu le week-end d'une vie. Certes, il a terminé 14e, mais il a vécu des émotions absolument extraordinaires. Pour une fois qu'on va parler justement du pilote chinois dans les pistonnés, on voulait pas manquer cette occasion. Allez mon Polo, on envoie le jingle et tout de suite on lance ce débrief. Et pour commencer ce débrief, on va se remémorer déjà le résultat à l'arrivée des 56 tours que comportait ce Grand Prix de Chine. 58e victoire pour Max Verstappen, la 117e pour Red Bull. On rappellera que Norris monte sur la boîte, Perez complète à la 3e place, 2 Ferrari dans le top 6, une Mercedes, Fernando Alonso qui échoue à la 7e place, Hamilton qui arrive à remonter, prendre 2 points, et puis Nico Hülkenberg qui complète le top 10 pour changer des habitudes de ce début de saison. On fonce tout de suite sur Lance Stroll, qui était l'animateur d'un dimanche matin, on va le dire, assez endormi. Peut-être pour nous, on était un peu embués dans la brume. Lance Stroll et la théorie justement de l'accordéon. Il faut en parler tout de suite. Lance Stroll, déjà un week-end assez compliqué. Oui, c'est une figure de style, une image pour rappeler l'accordéon, hein, le côté droit. Tiré par les cheveux. Merci, je le sais. Non, maintenant que tu l'expliques, je trouve ça brillant. Mais c'est vrai. C'est pour ça en fait que je voulais vous l'expliquer. Les gars, revenons sur le week-end de Lance
Lance Stroll qui a été encore assez pâle, incapable de sortir de SQ1 lors des qualifications de sprint, une course de sprint totalement anonyme. Il a été encore détruit, alors j'ai mis en qualification par Alonso, mais on pourrait dire tout au long du week-end. Et puis une drôle de course ce dimanche avec le pari des softs et 4 arrêts, lui qui ne laisse pas la place à Nico Hülkenberg lorsqu'il se bat en piste, lui qui accroche Daniel Ricciardo sous safety car. On verra un petit peu plus loin sa justification, mais déjà avant de parler de ce move avec Ricciardo, qu'est-ce que vous avez pensé du week-end, le nouveau week-end de Lance Stroll assez inquiétant? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent par rapport à d'habitude, ou est-ce que c'est une accumulation qui nous fait dire encore une fois que là il faut en parler? Parce qu'en soi, je n'ai pas l'impression que Lance Stroll ait été de façon régulière, quand je dis régulière, c'est au moins 2 ou 3 courses de suite, dans une situation différente de celle-ci. Il a pu parfois être devant Fernando Alonso pour certaines circonstances, mais en attendant, il se fait exploser de façon constante. Et aujourd'hui, sa position en Formule 1, notamment avec tout ce qui se passe en termes de silly season, est plus que jamais remise en cause, même si papa est propriétaire. Donc, ce qu'il fait depuis des années, à minima, n'est plus dangereux, quoique ce week-end, on en reparlera. Mais sa performance aujourd'hui est de moins en moins légitime pour tenir un baquet qui est l'un des plus convoités de la grille au vu de l'arrivée d'Honda en 2026. Donc, même son Honda. Même son Honda. Oui, c'est pas un pilote qui mérite aujourd'hui d'être dans le top 10 F1. Oui, mais en soi, ça te dérange moins d'avoir un pilote de ce genre-là si l'écurie est... mais par exemple, Logan Sargent, tu n'es pas agacé, tu te dis il va sortir de lui-même. Lance Stroll, tu sais qu'il ne va pas sortir, et en plus de ça, il a un baquet qui est en train de devenir un top baquet par rapport à ce qu'Aston Martin fait. Ça te dérange de plus en plus, normalement. Par rapport, entre guillemets, à ce qu'on pourrait appeler la ça me dérange logique plus qu'il y a sportive. 4 ans, oui. Mais ça me dérange quand même. Ça me dérangeait il y a 4 ans, ça me dérange aujourd'hui, ça me dérangera dans 4 ans. Et surtout, ce qui m'énerve le plus, excuse-moi Manu, c'est qu'on a chez Aston Martin visiblement des consignes de communication données au staff ou à Fernando Alonso pour dire des choses qui viennent légitimer les choses. Je vous rappelle, à l'époque, Fernando Alonso disait que... C'est Vettel ou Alonso ou Pérez peut-être, qui disait que c'était le meilleur coéquipier. Non, Alonso l'a dit, Vettel l'a dit aussi. Alonso l'a dit. Ouais. Et là, ce week-end, on a Alonso qui en rajoute une couche et qui dit que je serais rien sans les réglages de Lens. Ça, c'est pas mal. Tu sais, mais j'ai l'impression qu'on essaie de légitimer le fait qu'on va le garder alors qu'il n'y a aucune raison de le garder. Moi, les gars, sur ce plateau, on n'a jamais nié le fait que Lance Stroll avait quand même du talent. Ça, c'est une chose qu'on n'a jamais nié, mais à la différence, tu disais, Hamza, ça m'énervait il y a 4 ans, ça m'énerve toujours autant aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a 4 ans, il y avait encore quelques coups d'éclat qui pouvaient justement justifier sa place en Formule 1. J'ai l'impression justement qu'il n'y a plus du tout de coups d'éclat et qu'on ne voit qu'un océan d'excréments à travers les peut-être prestations. Parce qu'il est plus compliqué aujourd'hui de faire des coups d'éclat dans le sens où alors bon, ça pôle en Turquie, c'est circonstances particulières, nouveaux revêtements, circonstances météorologiques. Mais à l'époque, tu avais Mercedes qui était tout devant. Et puis, si tu veux, faire un coup d'éclat me semble en tout cas plus facile à l'époque parce qu'aujourd'hui, si Red Bull se rate, tu as quand même Norris, tu as quand même Leclerc, tu as quand même Piastri, tu as quand même Sainz, tu as quand même Hamilton, tu as quand même Russell, tu as quand même Alonso. Mais donc ça veut dire que, non plus, imagine demain, on retourne à Singapour 2023 par exemple, ou 2024 se retrouve comme 2023, Red Bull a des difficultés. Tu élimines la force principale de ce championnat du monde 2024. Mais tu vas te retrouver quand même avec d'autres pilotes, avec d'autres écuries qui vont faire des résultats qui semblent normaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu es Stroll, tu dois faire une grande performance, non pas pour terminer devant ton coéquipier ou devant 2 ou 3 pilotes, mais tu dois le faire pour terminer devant 7 ou 8 pilotes. Donc forcément, aujourd'hui, je pense que c'est moins dans sa situation, c'est peut-être moins facile de réaliser des coups d'éclat. Mais moi, c'est pas les coups d'éclat qui m'intéressent. Encore une fois, c'est la régularité sur une saison. Pour moi, c'est un pilote qui aujourd'hui n'a pas sa place en Formule 1. Indépendamment de son talent, parce qu'encore une fois, Stroll, Sargent, Mazepin, ce que tu veux, quand tu arrives en F1, c'est jamais par hasard. C'est que tu as un coup de volant. Non, puis mais aujourd'hui, tu n'as pas ta place dans une écurie qui déjà aujourd'hui, sauf catastrophe, et Stroll montre que c'est une catastrophe, mais je parle pas du pilote, mais je parle de la gestion sportive. Tu as un pilote qui doit terminer à chaque course minimum dans le top 10.
Minimum. Parce que la voiture lui permet. Lui ne le fait pas. C'est un pilote qui doit minimum faire Q3 à chaque qualification. Ouais. Lui ne le fait pas. Hülkenberg, Bottas, Joe l'ont fait. Ouais, c'est bien la preuve Lui ne l'a pas fait. C'est bien la preuve qu'il y a un problème. Et même pour revenir sur ce que tu disais, l'année dernière, on a vu, même si j'ai bien entendu ce que tu as dit sur les coups d'éclat, tu as raison, mais l'année dernière, on a vu un Gasly s'inviter sur le podium, on a vu un Ocon s'inviter sur le podium. Ça fait des années qu'on n'a pas vu un Lance Stroll justement nous épater, ne serait-ce que sur le c'est pas intéressant ça. Mais c'est quand pas même, intéressant. quand même, parce qu'en fait, ça vient justifier moi, je préfère à minima de la vitesse pure de certaines choses. Je préfère avoir un pilote dans le Castrol, par exemple, qui est régulièrement placé entre la 6e et la 8e place à chaque course, et qui en qualification régulièrement fait entre 6 et 8 ou entre 7 et 9, Piastri, et qui a 0 podium à la fin de la saison, qu'un pilote comme Stroll, qui va te faire des 14e places, des 17e places, des 13e places, qui va terminer en qualif à 6 dixièmes ou à 8 dixièmes de son propre coéquipier, tout Alonso qu'il soit. C'est pas mon problème. Revenons les gars et qui à la fin, oui, pardon, excuse-moi. Et qui à la fin va en plus commettre des erreurs telles que l'on a vu à Shanghai ce dimanche. Et c'est justement là-dessus, merci pour la passe décisive que je voulais revenir. Il y a ce move avec Hülkenberg où il ne lui laisse absolument aucune place. Et puis, rentrons un petit peu dans le décryptage. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel Ricciardo sous régime de safety car? On a les deux justifications. Commençons déjà par l'accusé. Lance Stroll, qui était au micro hier de Formula One, l'émission de Canal+. Je pense qu'il y a quelqu'un devant qui a freiné, je ne sais pas qui. Et c'est l'effet accordéon. Tout le monde a freiné. Je suis le dernier qui a touché Ricciardo. Mais c'était juste un effet accordéon. On faisait une bonne course pour faire 8e ou 9e. Mais bon, c'est comme ça. Bon. Alors, ce qui est bien, c'est que l'effet accordéon, visiblement, ne concerne que lui. Exactement. Lui, il va te dire qu'il arrive en bout de ligne, quoi. Que grosso modo, il avait pas le choix parce qu'il était sur le fond de la ligne. Regardons quand même la réponse de Daniel Ricciardo, qui était passablement énervé lorsqu'il est passé devant le micro de Sky Sports. Il nous dit « Je fais de mon mieux pour ne pas dire ce que je veux dire, mais fuck him ». Et je suis toujours gentil en disant ça. Peut-être que dans une heure, quand on se verra, il prendra ses responsabilités. Mais s'il ne le fait pas, je ne peux pas l'aider. Évidemment, des incidents de course arrivent, mais derrière une voiture de sécurité, cela ne devrait jamais arriver. Je te lance tout de suite là-dessus, Hamza, parce que dans cette même interview, Daniel Ricciardo dit qu'il allait voir le on-board de Lance Stroll et qu'il a trouvé quelque chose de très très louche. Non, mais ce qui est... Déjà, la justification de base, elle est malhonnête de Stroll. C'est que j'ai pas envie de passer pour un idiot devant le monde entier. Du coup, je vais dire, ils ont tous trop tard freiné et break test mis, comme il dirait. Puis tu vois la caméra embarquée. Ricciardo, il a totalement raison d'insister là-dessus. Ricciardo a vu la caméra embarquée. Stroll est concentré sur le virage. Comme si tu étais à 350 km/h sur une très longue ligne droite, que tu te concentres normalement sur le point de corde, où vas-tu freiner, où vas-tu tourner. Sauf qu'il y a 3 ou 4 voitures devant lui, côté au ralenti, puisque tu es à très faible vitesse, puisque le restart de Verstappen, c'est juste après justement ce virage, et derrière, effectivement, il y a cet effet accordéon. Et lui ne se concentre pas une seconde sur ce qu'il y a devant lui. En fait, il estime que, comme Verstappen est parti 100 mètres plus loin, il peut commencer à accélérer à partir du moment où devant lui ça commence à accélérer. Oui, mais il y a un freinage d'abord. Enfin, je trouve sa défense. Non, mais il y a une gestion de restart surtout. C'est de la course le restart. On doit se préparer à ça. On ne doit pas regarder où prendre le virage à ce moment-là. En fait, on doit regarder l'arrière de la monoplace qui est devant. Je prends un exemple tout con, mais c'est un niveau bien autre. Quand on est en départ lancé en karting, la seule chose qu'on regarde, c'est pas le virage, c'est le cul du kart de devant. Et avec, en vision périphérique, le moment de l'abaissement du drapeau bleu, blanc, rouge. Bon, on gère cette gestion-là, à ce moment-là. Je vois pas l'intérêt à ce moment-là. On s'en fout de prendre la corde, à part, à la rigueur, de pas mettre ses pneus dans du sale. Mais bon, si je suis le train, normalement, ça devrait quand même bien se passer. Donc oui, comme le dit Hamza, c'est une justification qui est absolument malhonnête d'un pilote qui nous montre une chose récurrente, c'est un problème de focus, un problème de concentration qui est régulièrement là, tout simplement aussi parce que c'est un pilote qui n'a jamais montré les dents. C'est un pilote qui n'a jamais été le couteau sous la gorge, en danger de perdre sa position. Regarde, juste fais un comparatif par rapport à Carlos Sainz. C'est pas la même trempe de pilote à mes yeux, mais soit. Carlos Sainz, aujourd'hui, cette saison, est en danger de ne plus avoir de contrat et réalise un début de saison, même si ce Grand Prix-là était plus compliqué pour lui, certainement le meilleur début de saison de sa carrière. Aujourd'hui, on attend de Lance Stroll aux côtés d'Alonso qu'il maximise cet Aston Martin et surtout
on peut pas laisser à Alonso le fait de tout faire chez Aston Martin. Il y a un moment donné où il y a des positions, il y a un moment donné où il y a un plafond de verre justement, ou même une 3e place ou 2e place au championnat où les 2 voitures vont être nécessaires. Et cette position-là, Lance Stroll ne peut pas l'adapter. Et si j'étais Lawrence Stroll, tout fils prodigue qu'il est à mes yeux, il faut lui enlever entre guillemets ses anticorps. Il faut qu'il se confronte à la maladie. À la maladie qui est son problème de concentration. Si aujourd'hui Lance Stroll est couvé, protégé de tout, au moment où il va sortir dehors, il va prendre tous les virus qui passent. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est ce qu'on disait par rapport à Charles Leclerc aussi. Charles Leclerc, parfois, on se disait qu'il était un peu trop protégé par Ferrari. Parce que quand Sainz arrive, Sainz, il n'a jamais eu des contrats très longs. Il a toujours essayé d'en avoir et à chaque fois, ça a été assez court. Il a changé d'écurie, il s'est toujours mis en danger. Au final, Sainz, c'est peut-être une des plus belles progressions de la Formule 1 des 10 dernières années. Quand on voit d'où il part et quand on voit où il est aujourd'hui. Et a postulé pour un baquet Mercedes. Impensable il y a 5 ans. Aujourd'hui, Lance Stroll, je pense qu'on a besoin de le mettre en danger pour que son talent pur qu'on a vu, sincèrement, la dernière fois, certainement en Turquie 2020 quand même. Ouais, c'est vrai. Et avant ça, à Bakou en 2017. Monza aussi, à Monza, à Hockenheim en 2019. Tout à fait, t'as raison. Avec circonstances de course, certes, mais quand même, il était là. Il était là. Complètement. On a besoin de le revoir comme ça. Et je suis pas sûr que ce soit en le mettant dans le fauteuil le plus confortable qu'on aura un Lance Stroll qui mérite sa place en Formule 1. Qu'est-ce qui vous énerve le plus, les gars? C'est ce qui s'est passé en piste ou ce qui a été dit après, quelque part? Mais moi, ça démontre de la même chose. Ça démontre de la même chose. Exactement. Exactement. Et il est hors sol, en fait, sur sa vision de la du réaction sport. des autres pilotes. Ils sont unanimes. Max Verstappen qui se moque parce que c'est de la moquerie cachée. Après, il essaie de se retenir parce qu'il se rappelle. Cool room, il y a les caméras. Quand il découvre le crash, les rires de Max. Enfin, la réaction de Piastri. Oui, Oscar Piastri. La réaction de Piastri. Piastri, il a 25 Grands Prix en Formule 1. Donc c'est un novice. Quand Oscar Piastri, quand un jeune pilote qui a 25 courses en F1 se permet de dire Stroll. Alors on lui pose la question. Stroll dit que c'est parce que ça a freiné devant qu'il y a eu ce crash. Piastri répond ouais, mais tout le monde ne sait pas cracher, c'est le seul à s'être craché. Ah bah oui. Ce que je disais tout à l'heure. Stroll, ça fait pas 10 ans, ça fait quoi 7-8 ans qu'il est quand même en Formule 1. Ouais. 2017, la première saison, t'imagines un jeune pilote de 20 ans ou 25 ans qui t'humilie publiquement. Ouais. En fait, le monde Formule 1 est unanime sur l'incident autour de Stroll, Ricciardo. Après, il y a la gestion des pénalités. Bon, ça, c'est autre chose. On va en parler ça d'ailleurs. aussi, Mais oui, je sais plus quoi dire. Encore cette tout saison, le monde Alonso, maintenant, en fait. Alonso, il a marqué 31 des 40 points d'Aston. On est à plus de 3/4 de points marqués par Alonso. En qualification. En fait, j'ai envie de. Ok, c'est Alonso, mais je pense que tu mets n'importe qui à la place de Stroll. Il y a un déficit monstrueux en termes d'apport sportif. Et de toute façon, à un moment, on en parlera un jour quand on fera un débat, mais Aston Martin va devoir se poser la question, si tu veux un jour espérer gagner, il va falloir prendre les responsabilités. Peut-être que l'objectif d'Aston, c'est 2026 d'avoir une voiture hyper performante où Alonso peut gagner, et puis comme ça, merci, au revoir Alonso, et cette même voiture performante avec Stroll qui devient le leader. Mais aujourd'hui, il est loin de Red Bull montrer... a une voiture performante, Perez ne gagne pas, donc on verra. Si demain Aston devient, 2026 devient l'écurie la plus performante, et que tu écartes Alonso après une première saison où tu vois que la voiture elle est très performante, tu ramènes Sargent à côté de Stroll. J'aime te dire, si t'as une voiture dominante et que t'as pas de pilote numéro 2, ça peut être un petit peu compliqué. Le décalage entre la situation bien sûr, de Lance Stroll et les ambitions de son papa Lorenz. On n'oublie pas, et c'est souvent F1 à la loupe qui le rappelle, notamment dans l'émission Pole Position, que Lorenz Stroll, il n'est pas non plus seul maître à bord. Il doit composer avec des actionnaires, et à un moment donné, on va peut-être lui dire aussi qu'en termes d'image, c'est pas foufou. Revenons rapidement là-dessus, parce que Lance Stroll a été sanctionné pour ce move sur Daniel Ricciardo. Il a écopé de 2 points sur son permis, sur sa licence, afin de concourir en Formule 1.
Parlez-nous un petit peu, les gars, juste très rapidement, une réaction sur les décisions de la direction de course qui, moi, parfois, m'ont laissé un petit peu pantois. On retire 2 points à Stroll pour ce move-là. On en retire 3, par exemple, à Fernando Alonso, alors qu'on explique qu'il y a un vide juridique autour de l'action de Fernando Alonso pendant la course sprint et cet accrochage avec Carlos Sainz. La gestion de Carlos Sainz, notamment pendant cette qualification. J'ai l'impression qu'on s'est encore une fois laissé un petit peu déborder. On donne 2 points à Stroll, on enlève 2 points à Stroll à cause de cet accrochage qui est ridicule et qui, pour moi, à mes yeux en tout cas, après peut-être que le règlement dit autre chose, moi de mon point de vue extérieur, je trouve inacceptable de se cracher sous safety car de cette manière. On met 2 points à Magnussen pour un accrochage avec Tsunoda qui coûte la course à Yuki Tsunoda. Non, mais je suis en train de dire toutes les décisions. Oui. On met 3 points à Fernando Alonso pour avoir tenté un dépassement sur Sainz et l'avoir sorti de la piste. Et ce ne sont pas les seules décisions. Moi, j'aimerais aussi revenir, sauf si tu as quelque chose à ajouter sur l'histoire des points, non. Mais la gestion de la voiture de sécurité lorsque Bottas est dehors. Bottas s'arrête. Oui. À mettre du temps. Drapeau jaune, pas double drapeau jaune. Non, drapeau jaune. Ouais. Et je crois que la virtual safety car, elle met plus d'1 minute. J'ai pas fait les comptes, mais elle met facile plus d'1 minute à intervenir. Alors que tu as un pilote qui sort de la voiture, qui est en train de replacer son volant, en replaçant son volant, à chaque fois il jette des coups d'œil. La scène est assez éloquente. Ouais. Je trouve ça dingue qu'on n'ait pas encore appris. Enfin, si le passé récent nous a prouvé qu'on a appris quand même de ce qui s'est passé avec Jules Bianchi. Bien sûr. Mais sur une situation pareille, je me pose des questions sur le laxisme de la direction. Et surtout 2 tours après, on sort la safety. Ouais. Mais tu sais que mais la virtual safety car elle a été introduite justement pour ces situations-là. Tu as un pilote dehors, tout de suite tu mets la VSC, comme ça neutralise tout le monde. Et si après tu as besoin de 2 tours pour ensuite mettre la voiture de sécurité, je crois qu'en fait c'est pas grave. Ils ont mis la VSC et au moment où ils se sont rendus compte que la voiture allait nécessiter une était bloquée, une grue, une grue pour être sortie. Si un engin rentre sur la piste, on met la SC à ce moment-là. Mais en attendant, mais pourquoi tu mets pas la VSC tout de suite? Mais tu sais que oui, bien sûr, ça oui. Les pilotes ne ralentissent pas. Un drapeau jaune, les pilotes ne ralentissent pas. Ils peuvent pas se doubler, mais ne ralentissent pas. Je trouve le système, justement, c'est pas pour la ramener avec le WEC, mais je trouve le système en WEC justement beaucoup mieux pensé. Il y a 3 possibilités: virtual safety car depuis cette année, safety car et full course yellow. Et ce que je trouve pas mal en WEC et dont devrait, je pense, s'inspirer la Formule 1, c'est que la virtual safety car n'est pas un élément qui agit seul. La virtual safety car, c'est parce qu'il y a un danger en piste. On met la virtual safety car pour obliger les pilotes à ralentir. Et derrière, la virtual safety car est une introduction en fait à la safety car. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Ce qui fait que je trouve que ça sécurise beaucoup plus la piste et ça te permet aussi également de beaucoup plus facilement lire, en tout cas pour un pilote, les événements qui sont en train de c'est vrai de que quand se tu passer mets sur la SC tout de suite en fait jusqu'à ce qu'ils rejoignent la safety car, ça peut être Destruction Derby. Exactement. Le truc. Même si normalement t'es censé avoir une idée plus claire une sorte de full course yellow en soi. Mais... Exactement, et t'as une idée beaucoup plus claire aussi de pourquoi on sort la VSC. C'est-à-dire qu'il y a un danger imminent, tu vois, on en revient même au crash en Australie, tu sais, on en avait parlé, on n'avait pas bien compris, de Russell, on n'avait pas bien compris pourquoi il n'avait pas sorti le drapeau rouge. Ouais. Moi je trouve qu'au moins, tu vois, tu envoies le bon signal à ce moment-là. Voilà, en tout cas, les gars, mais les 3 points de Alonso, j'aimerais vraiment qu'on me les explique. Les 3 points, je trouve ça ridicule. Mais surtout qu'en plus, la justification de la FIA est de dire qu'il y a un vide juridique autour de ce move. C'est ça qui est incompréhensible. Il le met un peu dehors, mais enfin, ça va. Moi, j'ai pas trouvé ça choquant sur le. En fait, c'est un dépassement qui est réalisé dans une zone où habituellement on ne dépasse pas. C'est ça. Donc maintenant, si on veut interdire ça. Mais allons-y, putain, ça va être joyeux. C'est-à-dire que c'est joyeux en ce moment. Mais t'imagines, ça veut dire que potentiellement Hamilton et Norris pourraient pu avoir le même. Non, mais ce que ça veut dire en fait, c'est qu'aujourd'hui, on va freiner les pilotes dans des tentatives audacieuses de dépassement. Mais parce que la FIA ne veut plus avoir tort sur rien. Et à partir de là, en fait, c'est le principe des états policiers presque. C'est de mettre des lois. Et punir. Mais à un moment donné, il y a une sorte de bon sens qui doit arriver. Et alors, je n'ai pas vu ce qui s'est. Il y a eu pénal pour Stroll, non? Si, 2 points. Non. Il prend 10 secondes. Il prend 10 secondes, ouais, 10 secondes et 2 points. Ah, exactement. Ouais. T'as ça pour quelqu'un qui fait n'importe quoi, parce que c'est la réalité, il fait n'importe quoi. Et à côté de ça, t'as les limites humaines et de la machine qui sont atteintes dans une bataille entre Carlos Sainz et Alonso, qui sont punis, alors qu'en soi, l'esprit de la course est respecté. Et je pense qu'on devrait peut-être plus baser justement les règles sur l'esprit. C'est un vieux combat des pistonnets, ça. Mais non, mais vraiment, c'est fou. Enfin, moi je trouve ça dingue qu'Alonso soit pénalisé. Déjà, je suis d'accord. Si on a un vide juridique, ça prouve bien en fait que le législatif peut pas tout régler.
et qu'à un moment donné, il y a de l'esprit à avoir. Des gens cultivés sur le sport automobile et des gens qui savent ce qui est dangereux ou non, il y en a bourré dans la salle. Pourtant, ils appliquent un code. Écoutez les pilotes. Redonner le pouvoir aux pilotes. Regarde, on va en parler dans le prochain enseignement. Ils ont pas un débat, mais... le prochain enseignement, Lando Norris. Ce qui s'est passé en course, en qualification de la course sprint, avec ce tour qui est réintroduit. Oui. Pourquoi il a été réintroduit ? Parce qu'en début de saison, ils ont vu les pilotes et les pilotes ont dit écoutez, sur cette piste, il n'y a aucun intérêt à supprimer le tour suivant si tu mets les 4 roues dehors parce que tu n'auras pas de gain. Tu gagneras pas de seconde, de dixième de seconde à partir du moment où tu as un bac à gravier. Du coup, ils ont écouté les pilotes et en suivant pas cette réglementation, mais cet changement d'esprit, d'état d'esprit dans l'application du règlement, ils sont en train de se dire ok, peut-être qu'on va écouter les pilotes, peut-être que les pilotes ont raison et voilà. Mais là sur Alonso, c'est pas parce que c'est Alonso, sincèrement. Moi cette situation, je ne la comprends pas. Et Alonso, il est toujours sûr de lui, donc il n'y a pas de problème. Mais si demain tu es un jeune pilote, tu arrives en F1, tu as une situation comme ça, bah, tu vas pas tenter ta chance, tu vas attendre la zone DRS qui arrive 1 km plus loin, parce que tu dis, zone DRS, un dépassement, au moins. Là c'est légal, le DRS, t'inquiète pas, vas-y. Alors que là, j'ai le risque de... Et on va aussi en revenir à ce que a dit, toujours dans un esprit taquin, Alonso désormais en zone mixte. Il te dit, ouais, mais en fait, dans ces conditions-là, à quoi ça sert que je fasse les courses sprint ? Je me retrouve pénalisé, je perds un train de pneumatiques durs parce que c'est ce qui se sacrifie. En fait, pourquoi est-ce qu'Alonso met les softs ? J'avais pas compris en course. En fait, il explique qu'il n'avait qu'un seul train, un seul jeu de train dur qu'il avait au moment même de la voiture de sécurité. Donc ça arrive au pire moment pour lui. Donc à partir du moment où il s'arrête, il n'a pas le choix. Soit il met des tendres, soit il met des médiums. Donc il n'avait plus de train dur à disposition. Donc en fait, la course sprint a ruiné le week-end de Fernando. La course le dimanche de Fernando Alonso. Exactement. Toujours le même problème. Et d'autant plus, on en parlera peut-être un petit peu plus tard parce que malheureusement le temps passe très très vite, d'autant plus sur un circuit où on peut... C'était quand même le moment agréable de ce week-end. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs trajectoires qui étaient possibles et donc du coup des batailles absolument extraordinaires. Bref, on y reviendra dans quelques instants. Passons au deuxième enseignement, Lando Norris, qui a été assez épatant ce week-end. Alors c'est une question que je vous pose parce que je fais l'affirmation, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Lui qui a fait la pole justement vu de la course sprint, lui qui s'est quand même raté au départ de cette course sprint. Encore une fois, il partait premier et il s'est fait souffler. C'était par qui ? Lewis Hamilton. Oui, tout à fait, exactement. On a perdu l'habitude, c'est pour ça. McLaren qui a quand même eu un rythme surprise. On ne s'attendait pas à être à pareille fête du côté des papayes, qui était peut-être la deuxième force, en tout cas ce week-end. Il y a eu le coup de poker en termes de stratégie. On les a beaucoup critiqués sur la stratégie de la peur du côté du Japon. Là, il faut dire qu'ils se sont calés sur la stratégie de Charles Leclerc en tentant justement ce coup de poker, en profitant surtout de la sortie de la safety car au moment où Valtteri Bottas a cassé son moteur. Il était dans le rythme de Perez tout au long de la course. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, ça peut poser question sur le rythme de la Red Bull. Et puis le froid chinois qui semble-t-il a grippé la Ferrari, ça on y reviendra dans un deuxième temps. Qu'est-ce qu'on pense du week-end de Lando Norris, les gars ? Quels sont les bémols ? Y a-t-il des motifs de satisfaction ? C'est un week-end cliché de Lando Norris, extrêmement fort. Un des plus rapides sur la grille avec le package qu'il a, et franchement la deuxième place elle est méritée parce que tout ce qu'ils ont fait c'est parfait. Et des moments, un petit moment qui fait que il gagne pas la sprint. Genre il l'aurait pas gagné, mais il aurait fait deuxième normalement. Là il aurait fait un week-end parfait s'il avait gagné fait deuxième en sprint et fait deuxième en course, en sachant que si jamais il s'envole sur Lewis Hamilton, peut-être que Verstappen ne le rattrape pas, quoique effectivement. Verstappen met quand même 10 secondes. Ouais, Verstappen 10 secondes en sprint. Non, mais t'as tu sais l'impression pas. qu'il galère au début et après une seconde, tu sais pas. Verstappen s'est battu avec Lewis Hamilton, il a mis 10 secondes à Lewis Hamilton. Le rythme de la McLaren libre, je sais pas, tu vois. Sauf que la fin de course de Verstappen, je suis tombé sur une vidéo par hasard hier sur les réseaux, sur Twitter. Verstappen, sa fin de course, plutôt que de faire une procession pour arriver tranquillement, il faisait des tests à chaque tour sur, je crois que c'était l'équilibre de freinage sur l'ensemble du tour. En fait, il préparait sa qualification et sa course. Il était une séance d'essai améliorée. Il devient de moins en moins critiquable. Ah bah oui, il n'y a rien à dire sur Verstappen, c'est ça qu'il n'est pas dans les 4 enseignements. Je me demande ce que les haters trouvent à dire aujourd'hui, quoi. Enfin, vraiment, parce que quand tu regardes un peu de près, pas forcément de loin en disant la Red Bull c'est la plus forte. Non. Toi tu m'écris, mais c'est beaucoup de monde. J'imite la fameuse Kimberley, c'est le personnage fictif. Qui n'existe pas. Mais qu'on adore. C'est en anglais du coup. Ouais, non, oui, t'as tout dit sur le week-end de Lando Norris. Le rythme de course, il est impressionnant encore une fois. Oui, j'ai ce regret mais après, c'est peut-être aussi le manque d'expérience. Mine de rien, partir en première ligne, c'est peut-être, je vais pas dire intimidant,
mais c'est pas une habitude pour un pilote McLaren ou pour Lando Norris, d'autant plus face à Hamilton, qui lui avait une opportunité monstrueuse. Il sentait le goût de la victoire peut-être. Donc voilà, à l'expérience, il a un peu tassé, et puis Norris tout seul perd un peu l'équilibre de sa monoplace. Et voilà, ça fait partie de l'apprentissage aussi d'un jeune pilote qui, oui, a plus de 100 courses, mais qui a l'ambition d'enfin avoir cette première victoire en Formule 1. 15e podium. Il se prend pour Thierry Henry là. Non, mais... Tu ne deviendras pas un mème, Hamza. Non, sincèrement, il fait un week-end très... Ouais, c'est le regret de ne pas avoir un week-end parfait. Parce qu'effectivement, ce départ de course sprint... C'est le seul petit reproche, parce qu'après tu te retrouves 7ème, tu remontes, je crois, à la 6ème place. Ouais, complètement. Mais encore une fois, aujourd'hui, dans une E1 où les rythmes sont tellement serrés, la qualification aura une part extrêmement importante, dans le sens où la position aujourd'hui, je ne vais pas dire fait tout, mais fait beaucoup. Et quand tu es dans le rythme, quand tu es dans la zone DRS, Norris en course sprint, à un moment, tu as l'impression qu'il met une distance. Si tu prends les chiffres bruts, il met une distance à Piastri. Mais c'est parce que Piastri, il est seul au monde, là où Norris, il reste dans la zone DRS. Il y avait une Red Bull, donc Perez. Tu prends dans la sprint ou dans le premier relais? Et non, je parle de la sprint. Et c'est parce aussi que là, valable. il a un fond plat qui est. Sur l'ensemble, je parle de l'ensemble quasiment de la sprint, où à un moment Norris sort de cette zone DRS, sinon c'est. Et ou peut-être du premier relais. Ouais, non, c'est le premier relais que tu parles. Parce que le fond plat est abîmé sur la sprint. Qu'est-ce que ça dit, les gars, quand on voit le rythme justement de Lando Norris par rapport à Perez, alors qu'on s'attendait à pas grand-chose du côté de la Chine. Ça nous permettra de parler un petit peu de Red Bull et ensuite on enchaînera justement sur le comparatif avec Ferrari. C'est un petit peu notre pilote test, tu sais, le pilote témoin, on va dire, pour ce Grand Prix de Chine. Norris qui catch Perez et Verstappen qui est dans un autre monde. Qu'est-ce que ça donne comme photographie de la situation de Red Bull aujourd'hui? Ça donne la photographie d'une écurie qui, je pense, est surévaluée par rapport à la performance de Max Verstappen. Parce que Red Bull, je trouve, depuis le début de saison, est plus régulièrement en difficulté que l'année dernière. La voiture, on parle, hein, on est d'accord. Bien sûr. Et ça n'atteint pas Max Verstappen, à part en Australie, bien sûr. Mais lui, ça ne l'atteint pas du tout. Et notamment sur, je reviens là-dessus à chaque fois, parce qu'en fait, il nous assomme dans le silence, Verstappen. Sur ce relais de hard, souvent, il y a une dizaine de tours sur ce relais de hard où il met une vitesse à tout le monde. Et à ce moment-là, tu re-regardes le classement et tu fais... Merde, mais Max est à 15 secondes. Ouais, et c'est souvent ce moment-là. Parce qu'il y a des moments où tu regardes, Norris catch Verstappen. Encore une fois, Verstappen n'est pas forcément à 100%. Mais par contre, Sergio Perez, il réalise, je pense, pour moi, le meilleur début de saison chez Red Bull. Sans victoire. Ouais, c'est vrai, sans victoire, il faut le dire. Hein, puisqu'il fait que des podiums, non? Exactement. À part en Australie. À part en Australie, t'as raison. Mais sinon, il fait que des podiums. Ouais. Donc 2-2, 5, 2-3. Je trouve ça plus fort de faire ça sur 5 courses que les 2 victoires et puis il n'y a plus rien avant. Donc je remets pas en cause là du tout le niveau de Perez. Par contre, la Red Bull, elle est sensible des gommes sur les les fortes températures. Elle a un petit peu de sous-virage. Elle bloque facilement les roues, etc. Enfin, elle est moins bonne que l'année dernière. Max, lui, reste là-haut et presque de plus en plus. Ça en est fou, quoi. Va falloir se rappeler de ça plus tard, hein, parce que c'est t'inquiète pas, on va pas l'oublier, je pense. mais de fait, ça indique pour moi que la lutte pour la deuxième place, c'est pas la deuxième place du constructeur. La deuxième place, c'est la deuxième place en course qui va être jouable. La preuve, sur les 5 Grands Prix, il me semble qu'il y en a 3 où Perez c'est pas deuxième. Ouais. Donc c'est quand même la moitié. C'est plusieurs fois 4, 3 2. Il fait deuxième à Bahreïn, en Arabie Saoudite et au Japon. Ah, mais il fait pas Australie. 5e en Australie. 2 fois. 3e en Chine. Mais t'as une fois Leclerc, une fois Norris. 2 écuries différentes qui peuvent venir jouer, ça c'est quand même intéressant. Et je pense aussi que, au vu des températures, ça va varier en fonction de Ferrari quand il fera chaud et McLaren quand il fera plus frais, puisque McLaren bouffe un peu plus ses gommes quand même que Ferrari. C'est le revers de la médaille, hein. Quand il fait froid et que tu bouffes pas tes gommes, c'est que tu vas plus les chauffer et que tu vas plus les utiliser correctement. Après, la Red Bull a des avantages encore sur certains trucs, notamment la traction. On l'a vu ce week-end en Chine, c'était phénoménal. À chaque sortie de virage, il n'y a aucun moment où tu pouvais dédoubler une Red Bull. C'était impossible. Il repartait à Mach 12 à chaque fois en sortie de virage. Mais je pense que oui, il
y a des signes qui montrent du positif. Encore une fois, c'est pas parce que Max Verstappen écrase tout, parce que c'est Max Verstappen, projet abouti, fini. Puis le combo voiture-pilote, oui, voilà. Et puis version commercialisable, tu vois, Mm. de Max Verstappen, qui n'était pas forcément le cas lors de ses jeunes années, que derrière la Red Bull est archi dominante. C'est faux. Et je maintiens, je pense qu'il va falloir attendre les Grands Prix chauds. Une déclaration de Lando Norris à l'arrivée de cette course. Je vous disais tout à l'heure, McLaren était très surprise d'avoir justement ce rythme-là. Il dit « J'ai été surpris par plusieurs choses. Le manque de rythme de Ferrari, notre bon rythme et surtout face au Red Bull, ce qui était surprenant. Je m'attendais à rentrer tôt et ne pas être sur le podium, mais c'est une bonne chose. Tout le monde travaille dur et ça paie. » Il a été donc étonné par le manque de rythme, les gars de Ferrari, qui a connu son premier Grand Prix sans podium dans cette saison 2025. Un petit avis quand même là-dessus, toujours en utilisant Lando Norris comme le témoin test, on va dire, de ce week-end. Surprenant, oui. Illogique, pas tant. Parce que Ferrari a capté qu'ils doivent avoir des stratégies agressives parce que c'est là qu'ils feront la différence. Ils doivent avoir des stratégies où ils font un arrêt de moins que les autres, où ils doivent avoir des stratégies où ils utilisent des pneus plus tendres que les autres. Parce que eux vont pouvoir se permettre de le faire. Je te prends l'exemple de Australie 2013, Kimi Raikkonen gagne parce qu'il fait un arrêt de moins que Sébastien Vettel et Fernando Alonso. Parce que la Lotus est économe en gomme sur ce Grand Prix là. Boum, victoire. Là, Ferrari avait prévu quoi ? 2 trains de médium 9, 2 trains de hard 9. Je sais pas la stratégie, le plan A, mais je pense que le plan A, c'était médium, hard. Et pas médium, hard, comme je pense que la majorité aurait fait. Et du coup, sur ces relais médiums, Leclerc, il était là. C'est sur les hards que ça s'est effondré. Sur les durs, c'est complètement Et il l'a dit au micro de Canal en arrivant, et on lui a dit c'est quoi le problème. Il dit ah mais les hards. Ben oui, il fait froid. La piste elle a pas non plus un peu particulière en termes d'adhérence. 30 degrés, je crois, de tempête-piste. Ouais, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Et du coup, bah forcément sur ce relais en hard, c'était déjà là que le bas blessé l'année dernière. C'était compliqué. Et on a vu en Australie, là on avait des gommes qui étaient plutôt soft. Mais ça marchait comme pas possible. Et ça marche à chaque fois qu'il y a des gommes un peu soft. Donc à mon avis, c'est pas structurel. À voir cet été quand même, lorsque les températures seront plus fortes, comment ces gommes dures se tiendront. Mais c'est quand même une problématique aujourd'hui d'avoir du mal justement à exécuter sur cette typologie de pneumatiques. C'est bien la problématique des voitures qui sont pas encore dominantes, c'est qu'elles ont une fenêtre et qu'encore une fois, plus la fenêtre est large, plus ta voiture est censée dominer le championnat. En l'occurrence, Red Bull a des défauts. Plein de petits défauts, mais en soi le package il fonctionne partout. Ferrari, le package il fonctionne, mais il faut qu'il soit optimum pour qu'on ait une lueur de quelque chose. Là je pense que le package McLaren avait beaucoup plus de voyants au vert de par le tracé resurfacé, on va dire, plus la température qu'il faisait dehors, parce que je rappelle quand il faisait chaud à des moments 20 degrés, hein. McLaren il s'était effondré en course. C'est vrai. Donc je pense que ça va alterner, mais quand même que le package global plus sain c'est celui de la Ferrari à mon avis. C'est plus Ferrari qui n'était pas là que McLaren qui est extrêmement présent, je pense. Hamza, tu me disais en préparant cette émission, pas de culture dans l'instant au moment de juger Ferrari. C'est pour ça qu'on fait pas une large page sur Ferrari aujourd'hui. Circonstanciel, on a. Exactement. Exactement. Non, mais vraiment j'ai raison. Non, t'as vraiment raison. Ouais. Ça arrive. Ça arrive. Ah voilà, là c'est rare, mais ça arrive. Là je te retrouve. Voilà. Là je te retrouve. N'oubliez jamais que quand Hamza dit que Brice a raison, c'est juste qu'ils sont d'accord en fait. Juste sur McLaren, une évolution majeure à Miami, Oui. selon notre ami Andrea Stella. Donc, pareil hâte pour de Fefe, voir. non ? Et Mercedes. Donc j'ai hâte de voir Miami si on a une nouvelle évolution, si on a un rapprochement, un resserrement ou pas d'ailleurs. Donc voilà. Dans l'oreillette, on me dit que chez Mercedes, c'est juste une mise à jour du logiciel du simulateur. Oui, c'est vrai. je fais une parenthèse là-dessus, mais Toto Wolff a enfin dit que la voiture était pas bonne. Non ! Je te jure. Scoop ! Mais ils ont compris pourquoi elle était pas bonne. Mais il parle de ses ailes de cette année ou De celle de cette année. Ah, il s'est remis à la page. C'est pas mal, hein. Peut-être qu'un jour on aura Mike Rack qui dira ouais, Lance Stroll, bon, c'était pas ouf. Ouais, c'est un peu le maillon faible de mon équipe. Quand Lorenz sera malade, hein, parce que... Et sourd sans doute, aveugle et sourd. Les gars, petite pause dans cette émission. Je vous rappelle qu'on a un commanditaire, un partenaire, il s'appelle Winamax bien sûr, et vous pouvez parier sur la Formule 1 et nous suivre aussi également sur Winamax TV. Si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez faire, n'oubliez pas les explications et avertissements de notre producteur et ami Thomas Dufin.
Comme tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. Voilà pour les consignes. Bien sûr, si vous souhaitez parier, rendez-vous sur winamax.fr et n'oubliez jamais, on parie si on est majeur, on parie avec ses moyens et je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais le bouton de l'ascenseur social est bloqué et Winamax ne pourra rien changer à tout ceci. On revient sur le Grand Prix bien sûr de Chine, les amis, du côté de Shanghai. Troisième enseignement, Hamza vous prévient depuis le début de cette émission, depuis 2019, il vous dit d'aller prendre votre petit baluchon et de le rejoindre en gare. Le train de la hype Hülkenberg va bientôt partir, les amis, on vous aura prévenu. Une course sprint pourtant qui avait été difficile pour le pilote allemand, qui a quand même connu un deuxième passage en Q3 en qualification cette saison. Le sans faute absolument parfait en course, sans faute du pilote, sans faute aussi également dans l'exécution bien sûr de son écurie. De là à dire qu'il y aurait un effet Ayao Komatsu, on va peut-être se calmer un peu, mais attendre surtout. On rappelle quand même qu'il arrive à dépasser les deux Ferrari au départ, qu'il réalise à l'arrivée un troisième top 10, qu'il représente à lui tout seul 80% des points de Haas, que ce garçon revient de l'enfer, on n'imaginait jamais qu'il puisse revenir en Formule 1. Et pourtant, on l'a appris ce week-end, Audi met la pression pour le faire venir dans le giron dès 2025. Les gars, le train de la hype, Nico Hülkenberg, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que ça y est, vous êtes déjà monté dans le wagon ? Alors, moi j'y suis depuis 2010, donc c'est pas... Toi tu y es depuis la pole au Brésil sur la Williams. Exactement. En première classe. Totalement. Hamza, il est en première classe. Interlagos, une seconde d'écart à Sébastien Vettel pour la pole position. C'est pas les mêmes époques non plus. Non, mais il pleuvait dans ce jour-là. Ouais, piste changeante. En fait, c'était une piste séchante sur la Q3. Ah, c'est marrant, t'attribues pas la même chose à Lando Norris pour sa pole en sprint. Quelle pole ? Oh, quelle pole. En Turquie. T'es sprint, non, sprint shootout. Non, ça n'existe plus shootout maintenant. Non, mais je sais, mais en Chine. Là, ce week-end. Ah oui. Pourquoi j'ai dit quelque chose de négatif sur le... Non, mais je sais pas, je trouve dithyrambique sur Hülkenberg alors pour oui, enfin c'était une Williams quoi. C'était une Williams à l'époque, c'était une écurie. Gagnant du temps, il a été quand même très positif sur Lando Norris et je sais que vous l'avez remarqué en commentaire. Je trouve qu'il est... Ah non, pas du tout. Non, piste séchante, trajectoire séchante, il était au-dessus du lot. Un jour, on sera une viewing party sur cette pole de Nico Hülkenberg. Non, juste sur la pole. Oui, juste sur la pole. Plus, ça durera 3 minutes, mais plus sérieusement, non, mais encore une fois, sa course, je trouve, elle est brillante dans l'esprit aujourd'hui de Haas. Tu parlais tout à l'heure de Komatsu. J'ai envie encore d'attendre avant d'en faire un débat et de voir vraiment sa patte imprégnée, mais déjà tu sens un changement monstrueux, monumental avec Steiner. La confiance, c'est un peu ce que tu le disais sur Frédéric Vasseur il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on peut essayer, on peut se planter. J'ai l'impression qu'il y a aussi cet esprit chez Haas. Il n'y a plus cette peur de se faire fouetter si jamais il y a une erreur en piste, si jamais il y a une erreur dans le développement. Mais il y a un pragmatisme en fait. Et en fait, oui, c'est Komatsu. Du calme en fait, la sérénité un peu peut-être. Tu sais qu'aujourd'hui en Formule 1, 8 des 10 directeurs d'écurie sont des ingénieurs. Oui, enfin, formation ingénieur. Oui. À part Horner et Wolff, tous les autres ont des formations ingénieurs. Et Komatsu aussi. Et tu le ressens aujourd'hui. Tu le ressens dans la manière d'aborder les grands prix. Tu le ressens dans la manière aussi d'avoir ce plan d'évolution. Tu as des stratégies audacieuses, on l'a vu en Arabie Saoudite. Là encore, sur ce week-end de course, tu as ton pilote leader, Nico Hülkenberg, qui va encore taper une Q3. Je rappelle que la Q3 aujourd'hui en Formule 1, en 2024, c'est censé être verrouillé par le top 10, par les 5 meilleures écuries. Mais Hamilton se plante en Q1. Stroll, bon, lui, il est toujours présent en Formule 1. En Q, tout court. Et il y en a un autre qui se plante. Non ? Parce que tu as du coup en qualif, non ? Fait 12ème, non ? En qualif, t'as... Je sais plus. Non, Stroll. Bon, bref, c'est important. La Q3. Si, il est en Q3. Il est en Q3, mais t'as Bottas, Joe et Hülkenberg en Q3, non ? Ça, c'est sur la qualif sprint. Qualif sprint ? Ok, autant pour moi. Mais Hülkenberg, en fait, il est toujours présent. T'as l'impression qu'aujourd'hui, tu sais que lorsqu'il y aura un pilote du top 10 qui va fauter à un moment ou à un autre, celui qui va récolter les miettes, c'est Nico Hülkenberg. Ou Tsunoda, la rigueur. Et c'est justement ce qu'il dit. Ou Tsunoda, mais
Tsunoda, c'était attendu, c'est peut-être plus attendu que Nico Hülkenberg. Et c'est justement ce qu'il dit Nico Hülkenberg. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est exactement ce qu'il dit. Regardez à l'arrivée. L'une des voitures des 5 meilleures équipes a eu un problème et c'est la place que nous avons obtenue grâce à cela. Sinon, ce n'est pas vraiment possible de courir avec elle. C'était une course difficile mais sans faute et propre de ma part et je pense que l'équipe a parfaitement bien géré et maîtrisé son sujet. Ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Juste je reviens sur l'argument sur les ingénieurs. On peut pas trop dire ça non plus dans le sens où c'est précisément ce qu'on reprochait à Binotto, que c'était pas un manager. Mais Vasseur a une formation d'ingénieur aussi. Oui, mais attends, il a un background de directeur de d'écurie qui est pâtisseur, pas le même. bien sûr. Hein. Oui, mais bien sûr, mais il a la Binotto, double attends, casquette. Il y a une différence, c'est que le fait d'avoir cette formation d'ingénieur ne te garantit pas de pouvoir manager derrière. Manager, C'est différent. complètement. Il faut avoir aussi des qualités managériales. Manifestement, Binotto ne les avait pas. Dans sa communication, on lui a reproché des millions de choses qui pour moi étaient justifiées, tout va bien alors que non, tout ne va pas bien. Mais aujourd'hui, tu le vois avec Williams et Haas notamment, qui sont deux de mes écuries un peu coup de cœur sur cette saison et pas que sur cette saison. La communication, le plan, tout est détaillé. Et aujourd'hui, Haas fait partie, c'est valable pour le flop 5, c'est pas vraiment flop 5, mais t'as top 5 du coup. Et en fait, aujourd'hui, t'es dans l'obligation pour espérer une performance, c'est dans l'obligation d'exécuter un week-end parfait. Pilote parfait, pas de crash, pas d'erreur au stand, stratégie parfaite, optimisation, réglage, compréhension justement de la dégradation pneumatique. Ça ne garantira pas le top 10, ça ne garantira pas des points, mais ça pourra aider le jour où tu auras une défaillance devant. Et quand la défaillance elle est là devant, tu as effectivement deux pilotes, parce que c'est vrai qu'il y a Tsunoda. Tu as Tsunoda et Hülkenberg qui répondent présents. Et d'ailleurs, Tsunoda et Hülkenberg ont cumulé en plus de points que Stroll. 7 pour Stroll et 4 pour Hülkenberg. 9 pour Stroll, 7 pour Hülkenberg, 4 pour 7 pour Tsunoda, 4 pour Hülkenberg. Je vais y arriver. Wow, c'était fatigant ce week-end. Non, mais il y a aussi un truc, c'est que dans le momentum actuel, le contexte actuel, Nico Hülkenberg est le meilleur choix pour une écurie comme Haas. Parce que... Quoi ? Non, parce que moi j'ai un... Je t'en prie, je pense à quelque chose moi depuis plusieurs semaines, mais j'en profite. Tu as un pilote qui se qualifie extrêmement bien. On sait aujourd'hui l'importance de bien se qualifier pour tenir, parce que la Haas peut être la dernière voiture en course si elle part dernière, en termes de rythme. Le rythme va être désigné par aussi un peu ta position en qualification. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui avec ces nouvelles monoplaces. Donc si tu as un Hülkenberg qui fait Q3, de base, il pose sa Haas dans une position où les autres vont devoir le dépasser et avoir un gros écart de rythme pour venir le dépasser. Ce qui n'est pas le cas. Personne du flop 5 a une voiture qui est capable de venir dépasser de façon assurée la Haas. Et en plus de ça, tu as un rythme en course qui est favorable cette année pour Haas. Donc tu as un pilote qui emmène la Haas au plus haut possible et qui arrive, bon an, mal an, à la conserver à cette position. En plus de ça, tu as une écurie allemande qui est en train de se positionner avec un gros budget sur le marché, qui s'appelle Audi, qui n'a pas le positionnement établi de Mercedes et qui a besoin d'un pilote représentatif, charismatique pour l'Allemagne, expérimenté pour développer une monoplace. Et donc tu as d'un point de vue pilote ce placement chez Haas qui est parfait, d'un point de vue écurie chez Haas, c'est parfait aussi d'avoir un Nico Hülkenberg qui amène la voiture haut en qualification. Et du côté de l'écurie qui arrive, avec des gros moyens, on a besoin d'un pilote de ce genre-là. Le momentum est parfait à l'heure actuelle pour tous ces éléments-là, pour que la synergie fonctionne pour l'environnement de Nico Hülkenberg. Justement, tu viens d'en parler, je te donne la main tout de suite, Hamza. Ayao Komatsu a fait une déclaration ce week-end assez dingue. C'était auprès de Andrew Maitland pour le site gmm.com. Il dit il y a une équipe qui met vraiment la pression sur le marché des pilotes en ce moment. À nous de convaincre Nico de rester. Donc on comprend que Audi veut Nico Hülkenberg. Il voit les progrès que nous faisons et ceux que nous pouvons faire à court et moyen terme. Et puis... le chouchou des pistonnets quand même était du côté de la Chine ce week-end. Nico Rosberg qui s'est exprimé dans le débrief post-race de Sky Sport. Il dit « À l'heure actuelle, je le recommande certainement chez Audi. C'est un très très bon candidat pour l'un des deux cockpits. En plus, il a beaucoup d'expérience. Il conviendrait très très bien. » Il a été un peu moins élogieux sur Lewis Hamilton ce week-end. C'est ça qui me l'a rapporté. Depuis plusieurs semaines, oui. On en parlera un autre jour. Depuis plusieurs semaines, je joue au jeu des grilles 2025, qui manifestement se verrouille plus ou moins depuis la signature, la confirmation d'Alonso. Ouais, c'est vrai, un coup de grisou. Ouais. Maintenant, sur les vues aussi. Depuis le début de la saison,
Moi, je trouve que Nico Hülkenberg est le candidat parfait, pas pour Audi, pour Mercedes. Pour Mercedes, parce qu'aujourd'hui, c'est un pilote, les qualités que Brice a évoquées tout à l'heure, je ne vais pas les revenir dessus. Tu as ton petit Antonelli qui attend. Si Antonelli n'est pas prêt, il va falloir placer quelqu'un. Ouais. Manifestement, alors les infos de ce que Rosberg justement a dit ce week-end, c'est que Mercedes a proposé un contrat d'1 an à Carlos Sainz. Donc manifestement, le plan, c'est quand même de mettre très rapidement Antonelli dans la voiture. Mais si Antonelli n'est pas prêt pour 2025, il va falloir trouver un pilote pour une pige d'une saison. Hülkenberg, en plus le côté allemand patriotique, je ne sais pas à quel point ça peut aussi marcher pour Mercedes. On rappelle qu'ils ont eu Rosberg, qui est allemand, mais qui... C'était un autre temps. Qui n'est pas considéré comme un Allemand par les Allemands. C'est considéré comme un Finlando monégasque plutôt que... Mais oui, pour moi, Hülkenberg est le candidat idéal, pas pour Audi, mais pour Mercedes. Ce qui ferait, par contre, du très court terme, là où Audi, manifestement, lui proposerait peut-être une vision moyen terme, au moins jusqu'à 2026 minimum, donc ça garantirait au moins 2 saisons de Nico Hülkenberg. Moi, je serais le même premier cas pour avis. Sainz. Oui, bien sûr. Donc, avec beaucoup d'argent. Et ce que tu vois aussi dans la déclaration de Komatsu, c'est qu'ils veulent garder Hülkenberg, et du coup, on sait que Komatsu, depuis le début, pas seulement depuis le début de la saison, mais encore plus depuis qu'il a ce nouveau rôle, qu'il a endossé ce nouveau rôle, la manière de communiquer, tu as l'impression qu'il est acquis qu'Oli Berman sera pilote Haas la saison prochaine. Donc aujourd'hui, le plan de Haas, c'est Hülkenberg-Berman. Je rappelle que Magnussen, depuis le début de saison, il est quand même assez décevant. Oui. Hülkenberg tape Q3, Magnussen ne sort pas de la Q1, faut quand même le rappeler. Magnussen, il fait la saison avec Mick Schumacher, et puis après, rien. Sauf que là, ça fait du coup 1 an et demi. Il y a une inquiétude du coup pour la présence de Magnussen à l'avenir, mais Nico Hülkenberg, pour moi, est le candidat parfait pour n'importe quelle écurie du haut du panier. Tu parles souvent de la volonté de Red Bull de reconstruire et de repartir sur un nouveau cycle en écartant Perez. Pareil, Hülkenberg, pour moi, tu dois faire partie des candidats. Parce que c'est un pilote que tu peux signer 1 an. Si tu lui offres la possibilité de faire des podiums et des victoires, ce qu'il n'a jamais connu dans sa carrière. Voilà, après c'est mon avis. Oui, je sais que la logique veut que ce soit Audi. Mais... Cette fameuse stat dont tout le monde parle, jamais de podium. Après, on sait qu'il a jamais eu véritablement une voiture qui jouait systématiquement le podium. Il a eu des occasions de jouer le podium. Il les a pas convertis. C'est pas une faiblesse pour vous d'aller rejoindre un top team aujourd'hui? Moi, j'ose espérer que dans ces sphères-là, on ne réfléchit pas comme ça. On n'écoute pas des stats Reddit, quoi. Ok, d'accord, très bien. Puis dans les pistonnets, je rappelle qu'on a eu Frédéric Vasseur et il a été bien plus qu'élogieux sur le cas Nico Hülkenberg. Les gars, c'est son poulain aussi. Oui, bien sûr. Et puis il nous parlait. Hamilton, c'est le poulain. Leclerc, c'est le poulain. Ils sont tous le. Il nous parlait d'un temps. De la F1. Il nous parlait d'un temps aussi où Hülkenberg était le grand espoir du sport automobile mondial et il l'a bien connu à ce moment-là. Ouais. Avançons les gars. Avançons et parlons d'un homme dont on ne parle jamais en fait, et d'un homme dont on a appris peut-être un petit peu plus l'existence ce week-end. Voilà, exactement. C'est Guan Yu Zhou. On va parler, oui, en effet, de Sauber et de Guan Yu Zhou, le week-end de sa vie. Est-ce qu'il connaîtrait une plus belle émotion en Formule 1 ? Ce garçon dont on se pose très clairement la question en vue de l'avenir. On parlait d'Audi qui devrait justement avoir la main mise sur le recrutement de la saison prochaine. Il vivait son premier Grand Prix à domicile. On rappelle qu'il n'y avait pas eu de Grand Prix de Chine depuis 2019. Passé du coup un petit peu de l'ombre à la lumière. On l'avait en interview un petit peu partout. On l'a même vu, on le verra un petit peu plus tard, complètement craqué. Il a réussi quand même à se qualifier en SQ3 le vendredi. Il a échoué P9 en sprint, qui est la dernière place à ne pas prendre de points. Il y a ce run complètement gâché derrière en qualification en Q1 qui l'empêche de sortir justement de se qualifier en Q2. Il n'y a pas eu vraiment de coup d'éclat quand même de la part, hormis cette qualif en SQ3, pas de coup d'éclat pour Guan Yu Zhou, qui finit P14. J'étais même assez surpris quand je l'ai vu en larmes en sortant de sa voiture. Je me suis dit, mais attends, mais il est dans le top 10, j'ai raté quelque chose. Ah non, finalement, il est P14. Mais on peut aussi évoquer une frustrante Sauber qui avait un peu plus de performance en tour rapide quand même ce week-end. La preuve avec la perf de Valtteri Bottas en qualification. Et qui, sur bris mécanique, a privé le Finlandais justement d'aller chercher un petit point et qui a eu encore quelques petits soucis, notamment sur la course sprint, je crois, au niveau de l'exécution des stands, même si Guan Yu Zhou n'a pas eu de problème pendant cette course. Guan Yu Zhou, on peut enfin parler de lui, on l'a enfin découvert un petit peu plus, et pourtant, c'est toi qui disais ça, Hamza, en préparant cette émission. Est-ce qu'il vivra une plus belle émotion en Formule 1 que ce qu'il a pu vivre cette année? Il l'attendait ce week-end. Depuis longtemps. Il y a cette fameuse photo où on voit Guan Yu Zhou en tribune à Shanghai en 2004. Supporter de Fernando Alonso.
Le gars a des bons goûts. 20 ans plus tard, tu te retrouves sur la piste devant ton public. En plus, ambiance de fou à Shanghai. Franchement, ambiance. Attends, il n'y a jamais eu autant de monde à Shanghai que cette année en vrai. Mais même en termes au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère que tu ressens derrière ton téléviseur, Hamilton et Joe, incroyable. Franchement, c'est quand même la preuve, je me perds une parenthèse, mais qu'un pays coupé du monde comme ça, qui a été coupé du monde quand même pendant longtemps et qui accueille un Grand Prix de Formule 1, ça change absolument tout. Et puis après, il y a l'effet peut-être Netflix aussi. Non, mais est-ce que c'est le pays coupé du monde ? C'est juste qu'en fait, c'est une nation qui n'a jamais eu un pilote à supporter et que ça a fait ça. Mais enfin, l'amour pour Lewis Hamilton, pour Fernando Alonso, pour Charles Leclerc, comme on a pu le voir sur la ligne droite. Non, mais c'est vrai, souvent on disait qu'il y avait notamment une tribune qui était tout le temps fermée du côté de la Chine parce qu'on disait que ce Grand Prix n'arrivait pas. Exposition universelle 2010. Ouais, exactement. N'arrivait pas à remplir. Et là on a vu des tribunes qui étaient combles et une ambiance électrique. Il y a peut-être, je dis ça, peut-être un effet post-Covid d'un pays qui a été fermé pendant des années. Libération d'un pays. Les places sont parties en 30 minutes. Exactement. C'est dingue. Mais oui, Guan Yu Zhou. Potentiellement l'année prochaine il est plus en F1, on sait pas. Ça a l'air compliqué. Au vu des déclarations en tout cas du côté de chez Sauber, on a l'impression que Bottas et Guan Yu Zhou sont quand même menacés. On l'a titré le week-end d'une vie, je trouve que c'est le bon titre. En termes d'émotion, c'est un pilote qui n'a pas connu de podium ou de victoire, qui peut-être ne connaîtra pas même un top 10 cette saison. Là t'es en Chine, t'es chez toi, t'es à domicile, c'est un peu la consécration d'une vie. Pour un pilote comme Guan Yu Zhou, qui a eu des difficultés chez Alpine, qui se retrouve aujourd'hui d'abord chez Alfa Romeo, tu signes un an, puis on se dit est-ce que tu vas rester ? Tu as la concurrence de ton jeune pilote de ton académie, en l'occurrence Théo Pourchaire. Finalement il reste, il est reconduit, là tu as la Chine qui arrive. Oui, c'est vraiment, j'ai vraiment cette impression, ce qui est terrible, parce qu'on parle d'un pilote qui en est à sa 3e saison ou 2e saison. Troisième, c'est la 48e course. 3e saison en Formule 1. Et en même temps, tu as l'impression que c'est une tournée d'adieu. Enfin, c'était assez particulier en fait, en termes d'émotion dégagée. Oui, ça faisait. Je l'ai fait, tu vois. Un petit peu. Mais enfin, quoi. Alors, très sincèrement, je vais être honnête et je vais raconter un peu les coulisses. Je n'étais pas là au moment de la conférence de réaction parce que je rentrais justement de Castellet et je n'ai pas. Dans un Ouigo en plus. Ouais. Très décevant. Moi qui pensais que tu voyageais en première classe. Écoute, j'ai préféré mettre l'argent dans le rosé de Bandol. J'avoue. C'est pas moi qui vais t'en vouloir. Non, mais je dis ça parce que je comprenais pas forcément pourquoi on faisait ça. Parce que moi là aussi, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raté ? Je suis allé voir des articles, je suis allé revoir la fin de course, je suis allé voir des interviews, et je me suis dit, parce qu'il fallait bien en parler visiblement, parce que c'était le jour en Chine, mais du coup... Parce qu'on n'en parle jamais en fait. On n'en parle jamais, il y a peut-être des raisons. Parce qu'au final, 48 courses de Guan Yu Zhou, c'est quand même, je vais pas dire 48 courses, je veux dire une énorme majorité d'anonymat en fait. Et puis il y a un élément très important. Pourtant sa première course en F1, rappelez-vous, avait été très bonne. Ce que dit Brice, anonyme. Ce que dit Brice, c'est très important. Justement, ce côté anonyme. J'étais le premier, notamment lors de sa première saison, à montrer ma satisfaction face aux performances de Guan Yu Zhou pour un pilote rookie. Mais j'ai certainement été grisé par le fait que Bottas, en fait, c'est devenu un pilote qui aujourd'hui en Formule 1, un acteur. Un panneau publicitaire. N'est plus un pilote compétitif au niveau sportif. Et ça, même si là il fait un bon week-end. Hein. Oui, d'accord. Il fait un bon week-end en 3 ans. Non, mais il fait un bon week-end parce que la Sauber fait un bon week-end. Ah, quand même, dans l'exécution, il est bien. S'il a pas son problème, la moteur, peut-être qu'il va chercher un point, les gars. Et mine de rien, le rythme était bien tombé à la fin quand même. Bottas, quand Joe débute sa première saison, c'est un Valtteri Bottas qui sort de plusieurs années chez Mercedes, qui plusieurs années joue des podiums, joue des victoires, à défaut de jouer des championnats. Et quand tu te retrouves sur une première saison où Guan Yu Zhou, quand même, le tient un peu en respect Bottas, tu te dis, mais quand même, bon, ok, c'est clair, on veut que Théo soit en Formule 1 et manifestement à la place. Surtout après ce qu'il a montré hier encore. Non, mais à l'époque, je te disais, même à la place de Guan Yu Zhou, parce que tu vois pas Bottas. Mais mine de rien, bon, la première saison de Guan Yu Zhou, elle est plutôt intéressante. La deuxième saison, il est pas ridicule. Mais en fait, c'est le line-up qui est pas bon. Enfin, c'est l'autre pilote, le pilote référence, et le référentiel, donc, n'est pas celui qui nous permettrait, si demain tu mets un pilote, tu mets Carlos Sainz par exemple, si l'année prochaine Joe reste,
Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas un écart de performance important? Moi, j'ai l'impression que c'est un line-up circonstanciel à une transition douloureuse entre l'appellation Alfa Romeo et le nouveau propriétaire Audi, qui met un petit peu de temps à mettre le nez dans tout ce qui se passe. Je vais te dire, le board aujourd'hui de Sauber, il va voler en éclats quand Audi va vraiment mettre la main dessus, et ce line-up est vraiment circonstanciel. Il n'y a plus personne. Wow. C'est qu'il n'y a pas de projet, quoi. C'est une écurie qui est en attente. C'est ça. C'est en instance de divorce. Et concrètement, on attend de prendre le nouvel appart avec la nouvelle nana. On rentre à la maison, mais on se parle pas, et au final, on fait le job. Et t'en as parlé, Théo, extrêmement intéressant pour sa première course en IndyCar hier à Long Beach. Il termine 11e pour un rookie par, je crois, 22e, donc il fait une remontée quand même assez impressionnante. On espère, on croise les doigts. Puis le rythme de course qu'il a montré. Et on espère qu'il sera encore présent la semaine prochaine chez McLaren en IndyCar, mais oui. Dans le rythme de Palou. T'as envie de voir. Pat Howard. T'as envie de voir une chose, t'as envie de le voir en Formule 1, quoi. Mais bon. Clairement. Je reviens sur un truc parce qu'on parlait de Joe, donc du Grand Prix de Chine. Plaisir ou pas de retrouver Shanghai pour vous? Ah oui, je voulais vous relancer là-dessus. Je vais te dire. Pourtant, je me suis pas passionné pour ce week-end de Formule 1. Je trouve qu'il y avait beaucoup mieux à faire en termes de sport automobile ce week-end. Oui. Mais franchement, honnêtement, cette piste, elle me plaît beaucoup. J'adore notamment tout le premier secteur là, avec ce départ et cette espèce de torticolis, d'escargot avec différentes trajectoires à prendre. Franchement, c'est marrant, c'est pas un circuit qui m'avait marqué par le passé, pourtant on avait vu des belles éditions. J'étais très content qu'on retrouve, justement avec ces monoplaces-là, je trouve qu'il avait du sens d'aller en Chine. Ils nous l'ont pas un peu AliExpressisé quand même? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui est devenu un peu Wish? Ce resurfaçage à 3 yuan le mètre carré, cette pelouse qui prend feu. Ça, c'est une histoire. Tu sais, nous, on a les normes européennes et les normes sont un petit peu différentes sur le traitement de la pelouse. Oui, mais si on pouvait avoir des normes Formula One pour le danger, ça serait pas mal. On traite la pelouse au samplon 98. non, parce que, attends, c'est quand même. Tu sais, on peut se dire, ça arrive à Barcelone, il fait chaud, machin et tout. Il avait plu 2 minutes avant. Ouais. La pelouse a pris feu alors que c'était mouillé. On rappelle, c'est pas pour me moquer, mais on rappelle qu'il y a une chape de plomb de pollution au-dessus de Shanghai. Peut-être que quand il pleut, c'est un peu toxique ce qui tombe dans la. C'est peut-être pas de l'évian effectivement qui tombe du ciel. Non mais le tracé, je trouve en tout cas il y a quelque chose. Oui, mais en fait surtout que des voitures qui vont vite dans les... phénoménal, mais pourtant c'est pas forcément le plus spectaculaire des grands prix qu'on a à chaque fois. On a vu des sacrés moves quand même les gars, avec ces voitures qui vont vite dans les virages. Avec ces voitures, mais même Lewis Hamilton, quand on voit ces voitures pour la cause, Fernand il a pris 3 points de pénalité pour ça. On a peut-être vu le plus beau move, en tout cas le plus spectaculaire sur Magnussen, je crois. Ouais, exactement. C'est pas ça que je voulais parler. Ah ouais. Le plus beau moment de F1 depuis Silverstone 2022 peut-être, à savoir tu me fais peur. Alonso, Sainz, Perez et Leclerc. Ouais. La bataille à 4 là, c'est top. Même le départ. Ah pardon, on a pénalisé Alonso, excusez-moi. Je me suis fait taper. Non, parce que quand c'est beau, je me suis fait taper sur les doigts sur Twitter parce que je me suis enthousiasmé, peut-être un peu trop passionnel sur le départ de Fernando Alonso qui part complètement à l'extérieur, bien plus à l'extérieur que les autres, et qui nous refait le coup de 2007 d'ailleurs. Je sais pas si tu te rappelles. Pendant que Norris lui perd l'arrière. Pendant que Norris perd l'arrière, voilà exactement. Et moi t'acceptes pro Alonso. Mais du coup, tu vois, c'est un peu chiant, c'est qu'on a des beaux moments en sprint. Mais en fait, du coup, tu oublies un peu si ça se passe le samedi parce que t'as le dimanche qui vient de tomber. Ouais, c'est plus le format, moi, qui m'ennuie un peu. Mais cette bataille en fin de course de sprint a été magnifique. Ouais, c'est vrai. Ouais. Même en course, on a vu des jolis moves. Et je te dis, en fait, moi, j'adore ces pistes larges, un peu comme ce qui me rappelait un peu la Malaisie. Ces pistes larges où t'as 1, 2, 3 possibilités de trajectoire dans un. Mais ça, de toute façon, d'ailleurs, puisque tu parles de l'Asie, c'est pareil. Très rapidement, c'est pas large, mais ça discute pour aller en Thaïlande et revenir en Corée du Sud. Ramenez-nous Sepang. Ouais, exactement. Très vite, puisque le calendrier 2025 est sorti. Oui, et que pas de Sepang. Ouais, tout à fait. Oui, il n'y a pas besoin de faire des circuits. Mais tu sais que je suis très étonné que Petronas mette pas le nez dans cette affaire. Petronas, c'est quand même le sponsor titre d'une grande écurie multi-championne du monde. Bref. Dernière chose statistique. Vas-y, très rapidement. Il y a eu 106 courses depuis le dernier Grand Prix de Chine. 50% remportés par Max Verstappen. Ah ouais, mince, j'aurais dû faire le tableau. Ça fait 5 ans. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas que la domination, on est d'accord, du coup, tu vois, la domination 2022, 2023, 2024. Il y a eu 3 ans avant qui se sont déroulés. 53 courses remportées par autre que Max Verstappen, 53 courses remportées par Max Verstappen. C'est bon, partout quoi. Voilà. Et que, du coup, puisqu'on est sur l'aspect statistique et qu'on parle de Red Bull, Chine 2009, c'était la première pole de Red Bull. Chine 2024, 100e pole de Red Bull. Il y a un point commun. Attends, aide-nous. Entre les deux, entre Chine 2009 et Chine 2024, le top 3 a un point commun. Il y a un même pilote.
Ah bah Alonso Ah oui. Je vais Alonso dire Lewis Hamilton. Alonso il y avait était deux présent dans le top 3 en 2009 en qualif. En fait, tu regardes Alonso Stat F1, toi. Manifestement, écoute, je tape stats, statistiques, pardon. Généralement, on se régale. Je vous conseille de faire ça chez vous. Les classements, championnat du monde, pilote. Je vais dire conducteur, mais maintenant j'ai retenu la leçon. Brice me le dit assez souvent. Max Verstappen, ça y est, creuse l'écart avec la concurrence. Sera-t-il champion du monde en 2024 ? Le suspense quand même reste entier. Mathématiquement, en tout cas, ce n'est pas fait. On voit quand même un tir groupé. 2 Red Bull, 2 Ferrari, 2 McLaren. Il y a juste Alonso qui arrive à s'intercaler entre George Russell et Lewis Hamilton. Et il y a juste Lance Stroll, qui justement termine ce top 10. Qui arrive à dominer le flop 5. C'est beau. Ouais, c'est quand même assez fort. Le meilleur des autres ? Non. Si vous avez suivi le début de l'émission. Le pire des meilleurs. Enfin, le pire des meilleurs, pardon. Au classement, bien sûr, des constructeurs, on voit quand même que Ferrari reste encore un petit peu accroché avec 44 points. Tiens, 44, ça vous dit rien. 44 points d'écart. Et puis Mercedes qui est complètement lâché derrière McLaren. Attention à cette lutte, Mercedes, Aston Martin qui pointe le bout de son nez. Et Racing Bull compte 2 points d'avance sur As. 3 écuries n'ont toujours pas marqué de points. C'est le cas d'Alpine dont on a pas parlé. Alpine a lâché la dernière place. Ouais, exactement. Maintenant, c'est plus Alpine grâce à la 11e place d'Ocon. Le cadre qui monte même pas les points de Sauber et Alpine, ça c'est un peu violent quand même. Ah ouais ? Ah ouais, bah oui, parce que du coup ça regarde ça. Oui, c'est zéro. C'est parce qu'on sait. C'est parce qu'on sait. Voilà. Je vous invite. Samedi, il y a eu une interview de Bruno Famin dans l'équipe. Je n'en dis pas plus. Voilà. Ça vaut le coup, ça, du coup c'est. C'est court, mais intense. Il y a quelques infos, mais voilà. Bon, on en parlera. Mardi, il y a un papier sur le Grand Prix France historique, ça sera mieux. Exactement. Peut-être une interview d'Alain Prost, je sais pas. Parce que quand Alain Prost est quelque part, généralement notre ami Frédéric Ferrer n'est jamais très loin. C'est vrai ? Pourri ce week-end. D'accord. C'est bien, merci Fred de participer à l'éducation des chroniqueurs, des pistonnés. Mercredi, on a rendez-vous les amis avec une émission complètement différente. Pas de débat ce mercredi, mais on va parler de plusieurs choses. Il y aura un petit débat quand même sur l'attribution des points. Élargissement voulu par les petites écuries, faut-il le faire ou pas ? On donnera notre avis. Interview de René Arnoux. On parlera notamment de l'âge d'or de la Formule 1, de l'âge d'or de la Formule 1 française. Et René Arnoux qui n'a pas épargné la Formule 1 moderne, la Formule 1 actuelle qui ne regarde pas. Je vous en dis pas plus, rendez-vous mercredi, il y a 12 minutes de très très grande qualité enregistrées par Brice du côté du Grand Prix de France historique et on aura l'occasion de revenir un peu sur cette interview parce qu'il y a quelques passages qui nous ont marqués. Prenez soin de vous les amis, merci à toutes et à tous, le petit abonnement à FTS, ça fait toujours plaisir, le petit like et vos commentaires pour réagir aussi à tous ces sujets. Merci Brice, merci Hamza, rendez-vous mercredi.